Bonjour à vous tous et bienvenue. Je vous rappelle que pour ne pas manquer les prochaines vidéos, il vous suffit de vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. De plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire et mettre un petit j'aime si cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la découverte de Crépy en Valois. Nous nous étions arrêtés à la fin du XVe siècle, voyons maintenant la suite de son histoire. Au XVIe siècle, Crépy fut relativement épargné par les guerres de religion. Pourtant, la ville fut, comme 150 ans plus tôt, ballottée entre deux camps, cette fois le parti huguenot et le parti catholique. En 1592, en l'espace de 3 ans, la ville a été prise puis reprise 4 fois. La ville se remettait difficilement de ces nouvelles épreuves. Après la guerre de 100 ans, on avait noté un accroissement de la population. Cette fois, la population diminuait. Comme beaucoup d'autres villes au XVIIe, Crépy vivait au jour le jour et continuait de s'enfoncer dans son isolement. Au début du XVIIIe, Louis XIV créa le bailliage de Villers-Cotterêts, amputant celui de Crépy des châtellenies d'Oulchy, La Ferté-Milon, Pierrefonds, Béthisy et Verberie. Le bailliage de Crépy devenait minuscule, le courant des affaires se traitant désormais à Villers-Cotterêts. En 1726, Crépy en Valois formait une bourgade de 1811 habitants répartis en 3 paroisses, Saint-Denis, Saint-Thomas et Sainte-Agathe. Pourtant, la ville possédait toujours un atout majeur, le blé. En 1764, les terres à blé de la centaine de communes de la seule élection de Crépy produisaient 280 000 sétiers de blé, le sétier représentant 152 litres. Le Valois, avec ses plaines grasses et fertiles, était considéré sur le plan de l'agriculture comme l'une des régions les plus riches de France. Après la Révolution, à la création des départements, Crépy désirait rester rattaché à Soissons, mais sans succès. La ville demanda ensuite son rattachement à Meaux, mais ces demandes restèrent sans suite, et Crépy devenait chef-lieu d'un district qui comprenait 6 cantons, Crépy, Assy, Moriaval, Nanteuil, Thury et Verberie. Le 26 février 1789, ce nouveau département fut appelé l'Oise. Crépy ne conduisant nulle part pouvait être oublié. Cette phrase terrible pour tout Crépinois attaché au passé de sa ville est pourtant tristement réelle pour nos ancêtres du XIXe siècle. Elle se trouve dans le tome 1er des mémoires d'Alexandre Dumas qu'il constatait au moment où il se réfugiait avec sa mère à Crépy. Vérité cruelle mais conforme à la situation crépinoise en ces années 1800. L'isolement du XVIIIe s'était encore accentué en partie à cause du mauvais état des routes qui desservaient Crépy et cela depuis fort longtemps. La cité valoise était devenue un minuscule chef-lieu sans histoire, un gros bourg de 1500 habitants en 1806. Pour tenter d'atténuer le déficit des finances, le conseil municipal demandait le 13 juillet 1824 le rattachement de Bouillan. Le 20 février 1828, Bouillan était annexé à Crépy avec un accroissement de la population de 400 personnes. Le désir de renouveau se concrétisa malheureusement par des démolitions. Première victime, la porte aux Ointiers, démolie en 1804, viennent ensuite les couvents des Capucins, des Ursulines et Saint-Arnaud. En 1814, la porte du Pan disparaissait à son tour. Mais surtout, on laissa périr Saint-Thomas. Le 25 août 1804, la collégiale était vendue à un certain Cagny. Saint-Thomas avait subi des dommages, mais pouvait être sauvegardé. Malheureusement, personne ne la sauvera et le propriétaire put la démolir en toute impunité. En 1811, l'espace était vide, ne demeurait que le clocher qui fut sauvé par M. Delahante, alors maire de Crépy. Dans sa volonté de renouveau, la ville possédait 2 atouts, l'agriculture et ses maires soucieux de la prospérité de leurs citoyens. Ils se nomment messieurs Delahante, Lepelletier, Hazard et Daminville. Pendant les années 1855, les Crépinois se sentaient pleins d'optimisme pour l'avenir. La raison ? Le chemin de fer. En effet, une ligne Paris-Soissons était en projet et l'un des 3 tracés proposés passait par Crépy. Après de nombreuses démarches et grâce à la ténacité de M. Daminville, alors conseiller général, Napoléon III trancha en faveur de Crépy car plus direct. Le 30 juin 1860, la section Paris-Sevran était ouverte. Un an plus tard, le 31 août 1861, le premier train s'arrêtait à Crépy en Valois. Le 12 juin 1862, on inaugurait le dernier tronçon. L'arrivée du chemin de fer mettait un terme à l'isolement séculaire de la ville. La cité continuait à se mettre à l'heure du progrès. En 1864, grâce à M. Fournier, pharmacien, l'éclairage au gaz apparaissait dans les rues. En 1866, on commença à établir des trottoirs le long des rues. M. Fournier conçut un autre projet afin de fournir l'eau courante à la ville. Il constitua une compagnie et fit exécuter des travaux de forage sur un terrain près de l'usine à gaz, près du pont Saint-Ladre.
Le 11 juillet 1869, on inaugurait la nouvelle usine à eau. D'octobre 1870 à septembre 1871, la ville connut l'occupation allemande. Pour une année, Crépy se transforme en ville de garnison placée sous la responsabilité du commandement allemand. En juin 1871, le prince Albert de Prusse séjourne quelques jours au château de Jérém. À partir du mois d'août 1871, les troupes commencent à quitter la ville. Le 14 septembre, la poste prussienne qui faisait le service de Crépy à Compiègne plie bagage. 5 jours plus tard, 400 soldats bavarois s'installent jusqu'au 5 octobre. Le lendemain, un dernier escadron de cavaliers prussiennes traverse la ville. L'occupation est finie. Le redémarrage de Crépy ne se fera qu'après l'installation d'une fabrique de meubles en 1873 face aux lignes de chemin de fer fondées par un industriel, M. Maxime Clerc. La naissance de l'usine Clerc fut le début d'une aventure qui allait durer jusqu'au 20 janvier 1939. Une seconde usine ouvrit ses portes, spécialisée dans la confection de chapeaux rue Saint-Denis, sous la direction de M. Cardin, qui par la suite donnera son nom à la rue. La réunion de ces éléments entraîna l'essor de la ville. Crépy créait des emplois. La population augmentait. 3082 habitants en 1875, 3622 en 1886 et 4124 en 1891. Puis, de nouveau la guerre. Des affiches fixant le premier jour de la mobilisation au 2 août 1914 à minuit sont publiées par le docteur Chopinet, maire de Crépy. Comme partout, les hommes quittent leur famille et leur travail pour rejoindre le lieu porté sur leur livret militaire. Le 30 août, dans la ville se répand le bruit de l'arrivée imminente de l'ennemi. Les Crépinois se précipitent à la mairie pour informer le maire de leur désir de quitter la ville. Le docteur Chopinet relatera lui-même ces événements ainsi. Le 31 août, la mairie est remplie de gens qui veulent fuir. Je suis obligé de me fâcher et de chasser tout le monde pour quelque temps. On ne peut plus s'entendre. Je rédige une proclamation pour rassurer les gens et les inviter à ne pas abandonner leur foyer. Mais la population prend peur et chacun se sauve comme il peut et où il peut. Les premiers Uhlans, cavaliers allemands armés d'une lance, pénètrent dans la ville dans la soirée. À 19h, des officiers allemands s'installent à l'hôtel de ville. La population reste chez elle afin de ne pas donner de prétexte aux occupants pour se livrer à des actes de violence. D'ailleurs, afin de garantir leur sécurité, les officiers allemands imposent au maire une liste de 10 otages qui répondront de leur vie en cas d'hostilité contre les soldats. Le docteur Chopinet en fera partie. Par chance, tous les otages seront épargnés, alors que le même jour, à Senlis, le maire, M. Audin, est fusillé et la ville incendiée. Entre le 5 et le 12 septembre, un défilé de soldats allemands battront le pavé de Crépy. Vers Paris dans un premier temps, puis dans l'autre sens lors de la retraite allemande après la bataille de la Marne. En avril 1917, le docteur Chopinet sera fait chevalier de la Légion d'honneur en raison de son attitude et de son courage pendant ces journées. Crépy vient de vivre des heures pénibles. Lentement, la ville reprend son souffle. Les réfugiés reviennent, on répare les dégâts commis, on efface les traces de l'invasion, mais la guerre n'est pas finie. C'est ainsi qu'en 1918, à la fin du mois de mars, les Allemands déclenchent 4 grandes offensives contre le front franco-britannique. Parmi toutes ces journées d'angoisse, l'une d'entre elles est restée dans la mémoire des anciens, celle du 13 avril. Le 13e d'artillerie, un régiment hippomobile, devait embarquer cette nuit-là à la gare de Crépy. Les taubes des bombardiers allemands se présentèrent au moment de l'embarquement des chevaux qui nécessitaient un peu de lumière. Le 13e d'infanterie est bombardé et mitraillé. Beaucoup de soldats sont tués et blessés. Rendus fous par le bruit des bombes, les chevaux se désentravent, s'enfuient, blessés dans la ville. Les voies et le passage à niveau sont bloqués par les cadavres de chevaux morts. Cette même nuit, l'usine Clerc transformée en hôpital reçoit aussi des bombes. Les blessés, affolés, se jettent par les fenêtres. Le buffet de la gare, lui, est complètement détruit. Autre nuit de frayeur, celle du 1er juin où des bombardements font fuir la population. Le 14 juillet, l'usine Clerc est entièrement détruite par des bombardements. Le 18, avec l'offensive Mangin, décidée la veille à V, commencent des combats victorieux qui obligeront l'Allemagne à capituler. À partir de la première quinzaine d'août, les Crépinois reviennent s'installer dans leur maison. Le 11 novembre, le clairon de l'armistice sonne dans sa Crépy dévastée. Dès 1920, Crépy pense à honorer ses morts. En 1923, Jean Vassal, maire de Crépy, fait part à la commission des travaux des pourparlers engagés avec M. Bartholomé en vue de l'établissement du monument. Le 4 juillet 1926, dans le square de Saint-Thomas, réalisé pour l'occasion, Jean Vassal inaugure le monument en présence du sculpteur.
Comme partout en France, Crépy pense que le pire est derrière eux. Malheureusement, non. Le 18 mai 1940, premier bombardement de la ville. Le 31 août 1944, entrée de l'armée américaine dans Crépy. Ces deux dates sont restées gravées dans la mémoire collective des Crépinois de cette époque. Dès le 3 septembre, 2 jours après l'invasion de la Pologne, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. Le lendemain, Jean Vassal fait afficher les listes d'abris et les consignes de défense passive en cas d'alerte aérienne, car l'on considère que le principal danger est le péril aérien. Le 317e régiment d'artillerie porté vient cantonner à Crépy. La première alerte a lieu le 5 septembre à 3h du matin. Les sirènes invitent la population à se rendre aux abris. Instant d'émotion pour tous. L'alerte prend fin à 7h05. Ce n'est que la première. Le 18 mai, vers 16h, des avions viennent bombarder la gare et l'usine Claire. Des soldats sont tués. Une bombe tombe sur l'école Notre-Dame qui se situait rue Saint-Lazare, détruisant les appartements de l'institutrice. Par chance, personne n'est touché car tout le monde était descendu à la cave. Le 23 mai, l'ordre officiel d'évacuation est donné. Tout le monde se sauve comme il peut, en train, en voiture, en vélo ou à pied. Le 10 juin, dans la journée, les troupes allemandes occupent Crépy. Le 14, les Allemands entrent dans Paris. Le 22, l'armistice est signé à Retonde. Début juillet, les évacués commencent à revenir dans une ville en désolation. Les dégâts sont considérables, Crépy est en ruine. Les problèmes de ravitaillement, d'habillement et de chauffage se rajoutent à l'occupation de la ville durant 4 ans. Brusquement, à partir de mai 1944, les événements s'accélèrent. Et au milieu de ces nouvelles heures d'angoisse apparaissent les premières lueurs de l'aube. Le 30 août 1944, les Allemands abandonnent Crépy sous la pression de l'avancée des troupes alliées. Le 31, vers 11h, des voitures frappées d'une étoile blanche franchissent le passage à niveau et pénètrent dans Crépy, enfin libérée. Comme beaucoup de villes de France, Crépy va doucement panser ses blessures, reconstruire et se préparer à un avenir radieux. Confirmé dans ses fonctions de maire par les autorités de la Libération, puis réélu en 1945, Jean Vassal reste à la tête de Crépy. La grande stabilité municipale amorcée à la fin du XIXe siècle se poursuit à l'époque contemporaine. La ville ne connaît que 3 maires de 1888 à 1995. Le docteur Chopinet de 1888 à 1919, Jean Vassal de 1919 à 1953 et le docteur Dupuis de 1953 à 1995. Au recensement de 1954, Crépy compte 5960 habitants. Pour relancer et dynamiser l'activité économique est mise en place une foire triennale du Valois, qui se déroulera pendant 3 jours au moment de la Pentecôte. Le musée du Valois et de l'Archerie, fondé en 1939, est réouvert dès 1954. À la fin mai de cette même année, le parc Sainte-Agathe, racheté par la municipalité précédente, mais réservé à un usage privé, est ouvert au public. L'usine Claire, qui employait 2000 personnes avant sa fermeture juste avant la guerre en 1939, verra ses vastes locaux sur le boulevard Victor Hugo être occupés ensuite par une autre entreprise industrielle qui sera reconnue sur le plan international. Les établissements uniques, plus connus sous le nom des établissements Sautreau. Le dirigeant, M. Lucien Sautreau, avait conçu des tables à dessin révolutionnaires à la pointe de l'innovation qui allaient dominer tout le marché jusqu'à l'arrivée de l'informatique. La municipalité s'emploie à implanter de nouvelles entreprises. En 1958, ce sera la société industrielle de brosserie Varin. En 1961 sera créée la première zone industrielle, route de Vaumoise. Viendront s'y implanter entre autres les établissements Gury, construction hydromécanique, et Alu, fabrique de lacs et vernis. À côté viendra se positionner la Spirotechnique, spécialisée dans le matériel destiné à la plongée sous-marine. De nos jours, toutes ces entreprises ont disparu et les établissements rasés. Dans cette volonté de permettre aux Crépinois de vivre au pays, la municipalité sera aidée par le développement d'une usine mythique qui deviendra le fleuron international du Valois, les établissements Poquelin. Jusqu'à la fin des années 70, Poquelin formera l'ossature de la vie industrielle crépinoise. On pouvait dire, comme pour les usines Renault, qu'en Poquelin s'enrhume, Crépy éternue. Comme je vous l'ai déjà dit, je parlerai plus en détail de Poquelin dans la vidéo sur le Plessis-Belleville. Depuis, Crépy continue son essor au travers de l'implantation de grandes entreprises, la création d'immeubles d'habitation et une nouvelle zone commerciale au sud-est. Malgré tout, les remparts de Crépy sont toujours là et témoignent de la longue histoire tumultueuse, tourmentée et riche de cette petite ville qui ne cesse de grandir. Mais même s'ils ont perdu leur usage défensif, les remparts restent une protection et un abri pour d'autres Crépinois. Pour en finir avec l'histoire, une petite anecdote.
La tradition de mettre les sabots ou souliers sous le sapin serait due à une aventure qui se serait déroulée à Crépy. Il y a longtemps de cela, au IVe siècle, lors de l'évangélisation de la ville, les deux saints, nommés Crépin et Crépinien, avaient ouvert une échoppe de cordonnerie comme façade vis-à-vis des Romains pour éviter les ennuis. Un soir, à la veille de Noël, alors qu'ils arpentaient les campagnes, ils s'arrêtèrent dans la cabane d'une pauvre femme et de son enfant. Ce malheureux venait de mettre sa paire de sabots dans la cheminée pour alimenter le feu. La mère leur servit à manger et recouvrit un coin de paille pour repasser la nuit. Les saints demandèrent à l'enfant ce qui lui ferait plaisir. Pour toute réponse, il regarda ses pieds nus. Les deux saints comprirent et confectionnèrent une paire de sabots neufs. Avant de s'endormir, les saints prièrent le Seigneur en faveur des habitants de la cabane. Le lendemain, Crépin et Crépinien reprirent la route, laissant la mère et son fils dans un profond sommeil. L'enfant se réveilla et sa première pensée fut pour ses sabots neufs qu'il avait posés près du feu. Près des cendres, quelque chose brillait. Il se leva, s'approcha et constata que les petits sabots étaient remplis de pièces d'or. La prière des deux saints avait été entendue. La mère, réveillée par les cris de joie de son fils, constata à son tour le miracle et sortit raconter l'événement à ses voisins. Dans le pays, ce fut la fête. Pour perpétuer la mémoire de Saint Crépin et Saint Crépinien, l'histoire ajoute que les habitants de ce hameau oublié décidèrent de le baptiser Crépy. Voilà pour ce qui est de l'histoire de Crépy en Valois. On se retrouve très bientôt pour la suite de la découverte de cette petite ville chargée d'histoire, riche en patrimoine et monuments que je vous ferai découvrir dans la prochaine vidéo. A bientôt, Crépy en Valois!